de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame enfin sa nourriture. La qualité, la finesse et du style, pas de la pourriture. Au niveau de la région PACA, donc qui est une région qui est quand même soumise à une forte pression immobilière, parce que on a du soleil, hein, on le voit aujourd'hui, c'est super, c'est cool. Mais cela dit, le soleil, c'est vrai que tout le monde a envie d'en profiter, et que du coup, on est à peu près à 3000 hectares par an qui sont artificialisés. Et plus encore dans, on va dire, l'arc littoral, c'est-à-dire plus tu es proche de la mer, et plus effectivement cette pression est importante. Il y a des calculs qui ont été faits donc, sur les départements littoraux, 06, 83, 13, donc c'est Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône. Il y a à peu près encore pour une petite vingtaine d'années à ce rythme-là, avant que l'agriculture ait complètement disparu d'une frange d'une cinquantaine de bornes, on va dire, à partir du littoral. À part dans quelques espaces où il y a vraiment on va dire une rentabilité économique forte, style Bandol ou voilà, dans des zones de viticulture côté. La plupart des autres espaces sont amenés à disparaître, comme par exemple ça a pratiquement disparu sur toute la Côte d'Azur, à part encore que dans quelques espaces de culture florale, parce que vraiment il y a un intérêt économique fort sur de la plante à parfum par exemple, et bien la plupart des cultures de l'époque ont régressé vers l'arrière-pays. Donc du coup, effectivement, ça nécessite d'essayer de préserver ce qui peut l'être encore. Si maintenant on se rapproche plus encore de la situation donc, de Marseille, alors déjà de Marseille Provence Métropole, à l'heure actuelle, dans le cadre du SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, c'est l'outil dont se dote l'ensemble des communes de notre communauté d'agglomération, pardon, de notre communauté urbaine. Ils ont identifié qu'il restait actuellement 3% du territoire qui était encore en espace agricole. Donc je ne connais pas exactement les surfaces que ça représente, mais déjà on va dire le ratio est parlant, c'est-à-dire que 3% du territoire pour nourrir une population qui équivaut, je pense, sur la communauté urbaine, on doit être au million à peu près, hein, sans trop de difficultés. Avec 3% d'un territoire qui n'est pas non plus je veux dire, sans limite, loin de là, c'est impossible de pouvoir assurer ne serait-ce que le quart des besoins de la population, quoi. C'est clair qu'on n'est pas du tout dans une situation où on a une capacité de pouvoir assurer une souveraineté alimentaire territoriale. Au niveau de Marseille, le dernier plan local d'urbanisme qui est en train de se mettre en place, donc qui n'est pas encore abouti, hein, mais qui est en cours là, donc c'est le document d'urbanisme au travers duquel la commune planifie, on va dire, l'aménagement de son territoire et met en place sa politique d'urbanisme. Et bien là, on a réussi à sauver, parce qu'il y a eu une pression des citoyens et parce qu'il y a eu aussi un adjoint au maire qui est quand même on va dire, engagé dans la préservation du foncier agricole, qui s'appelle Claude Valette, la capacité de pouvoir préserver 60 hectares en zone agricole. Mais c'est peanut par rapport à d'abord 800 000 habitants, et puis c'est, on va dire, préserver les dernières miettes d'un patrimoine qu'on a bétonné pendant des années, depuis les années, en gros depuis les années 70-80, on a bétonné à outrance. Et c'est vrai qu'il y a encore dans les années 50, enfin jusqu'à la guerre, hein, dans les années 50-60, la ville était en quasi-autosuffisance alimentaire. Il y avait beaucoup d'espaces qui étaient cultivés dans beaucoup de quartiers périphériques. Il y avait encore, même aux alentours de Marseille, dans les zones comme Allo, dans les zones comme Aubagne, une forte activité maraîchère, et tout ça alimentait la ville à l'époque où il y avait encore le marché de gros qui était sur le cours Julien notamment, jusque dans les années 70. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment, une capacité de la ville à pouvoir s'autosuffire en grande partie, et deux, une capacité aussi du territoire à produire de l'emploi durable au travers d'une activité, d'une filière agricole, avec bien sûr la production, et puis tout le commerce de détail, de la restauration. Et ça, malheureusement, ça a été noyé sous le béton. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, on se retrouve à devoir préserver des miettes,
Et malgré tout, ces miettes, c'est fondamental que de les préserver, c'est-à-dire le peu qui reste, même si malheureusement c'est bien peu, doit être impérativement reconquis, doit être sanctuarisé de façon à ce que on puisse y développer durablement dessus de la production alimentaire, que ce soit au travers donc d'activités de type agricole, hein, c'est-à-dire des exploitants qui ont une activité économique à partir de ça, comme il en reste encore quelques-uns, moins que le doigt de ma main, malheureusement, sur Marseille, mais il y a encore quelques fermes qui sont encore actives, donc il faut impérativement les préserver. Et puis par ailleurs, il y a des espaces qui peuvent être valorisés pour de l'autoproduction, que ce soit au travers donc, de jardins ouvriers. Je sais qu'il y a notamment un jardin ouvrier qui doit se retrouver finalement noyé hein, sous une voie rapide dans le prochain PLU, c'est bien regrettable. Il y a des zones comme par exemple la Bastide-Bel-Air sur lequel un collectif de citoyens est en train de se mobiliser pour qu'il n'y ait pas de lotissement qui soit fait mais qu'on puisse conserver cet espace-là. Il y a un certain nombre d'enjeux interstitiels sur lesquels effectivement il est important de se battre et ce qui est indispensable pour qu'effectivement ça puisse être préservé, c'est que les citoyens se mobilisent autour et c'est que quelque part ils entraînent avec eux les politiques locales et qu'ils leur disent voilà, nous on souhaite vraiment qu'il se passe autre chose que du béton ici et donc qu'ils exercent une pression citoyenne sur les élus, puisque les élus qu'on a élus sont là pour nous représenter en tant que citoyens. Donc à un moment, il faut aussi faire entendre notre voix, sinon il ne faut pas s'étonner de ne pas être entendu, quoi. Voilà, sur les questions foncières, par rapport à ce qui se passe sur Marseille, petit point donc sur cette vaste planète, les éléments que je peux te donner par rapport au foncier, en tout cas de ce que j'en perçois. Au-delà de la question de la perception et au-delà d'actions locales, il faut être bien conscient que tout ça n'est pas une fatalité, c'est uniquement le fait qu'on laisse les choses se faire de cette manière actuellement. Et il y a des opportunités de faire bouger les choses, et ces opportunités, il ne faut pas hésiter à les créer non plus. C'est vrai que là actuellement, notre asso filière paysanne, en lien notamment avec le collectif de défense des terres fertiles des Bouches-du-Rhône, dans lequel on s'est inscrit, qui a été créé il y a 3 ans, en lien avec d'autres collectifs, notamment dans le Var, dans le Vaucluse, en échange avec ceux qui bougent du côté de Notre-Dame-des-Landes. On essaye d'agir sur comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses globalement, c'est-à-dire déjà au niveau français, simplement pas se battre sur des plans locaux d'urbanisme comme à Gémenos, comme à Aubagne, plutôt comme à Marseille, comme à Tarascon. Bon, on a mené des batailles qu'on a gagnées, qu'on a perdues sur des échelles communales. C'est beaucoup d'énergie à chaque fois pour effectivement essayer de casser un PLU qui va bétonner de la terre agricole. Et ce qui est nécessaire, c'est de travailler en même temps à une échelle nationale sur comment est-ce qu'on produit du cadre législatif, c'est-à-dire comment est-ce que effectivement les lois qui permettent ou qui ne permettent pas de bétonner ou de ne pas bétonner de la terre agricole, des espaces naturels et forestiers, comment est-ce qu'elles sont construites et par qui elles sont construites. Donc par rapport à ça, effectivement, on a un certain nombre d'acteurs, on va dire plutôt les fédérations nationales, comme la Confédération paysanne, comme Terre de Liens, comme la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la Fédération nationale des CIVAM. Donc on a un certain nombre d'acteurs à réfléchir ensemble, et plus qu'à réfléchir, à proposer ensemble des mesures législatives dans le cadre des lois qui sont en train de se mettre en place. Notamment, il y a la loi logement et urbanisme qui va avoir un impact fort sur l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est le ministère de Cécile Duflot. Il y a la loi sur la biodiversité. Donc là, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable de Delphine Batho. Il y a la loi sur l'avenir de l'agriculture, donc qui est aussi en cours de préparation. Il y a bien sûr la loi sur la décentralisation, parce que les collectivités locales et leurs responsabilités sont directement, on va dire, en capacité à peser sur ces questions-là. Et pour l'instant, c'est les communes qui ont le plus gros de la compétence d'aménagement du territoire. Donc du coup, effectivement, c'est important aussi de prendre connaissance de ce qui se trame à ce niveau, déjà de comment fonctionne l'existant actuellement, comment fonctionnent les politiques d'urbanisme, quels sont les enjeux qui sont en train de peser au travers de ces lois sur la façon dont elles seraient amenées à évoluer par rapport aux volontés du gouvernement, et par rapport à ça, de pouvoir amener un certain nombre de propositions, de contributions, pour que ça aille dans la direction que l'on souhaite par rapport à ces enjeux-là.
Donc là-dessus, c'est vrai que la position, le discours du gouvernement actuellement est quand même plutôt engagé dans le sens de la limitation de l'artificialisation des terres. Dans le cadre de la conférence environnementale de septembre 2012, c'est vrai que c'est des éléments forts qui sont apparus, hein, aussi bien dans le discours du président de la République que du Premier ministre. Donc il y a quand même une volonté qui est affichée, qu'on ne peut que saluer, qui est reprise notamment dans un petit peu les premières fiches de concertation de la loi Duflot. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la volonté politique affichée est une chose, et après, la production de textes législatifs en est une autre. Et il y a des facteurs de pression multiples qui s'exercent sur ces enjeux-là. Et donc, eh bien, il faut que nous soyons un de ces facteurs de pression multiples qui puisse effectivement être entendu et qui puisse être entendu sur des bases efficaces, c'est-à-dire avec des éléments pertinents et avec une capacité aussi à aller se faire entendre des bonnes personnes. Parce que la démocratie fonctionne quand même sur la base du réseau. Le vote, c'est une chose. Après, la façon dont se produit des décisions, sur la base du chèque en blanc qui a été déposé dans l'urne, elle se fait beaucoup dans on va dire, le réseau de contacts, d'influence qu'on peut développer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où effectivement tout le monde se donne les moyens de pouvoir être entendu et de pouvoir influencer. C'est un des relais de la démocratie par lequel finalement la société d'en bas se fait entendre par la société d'en haut, en tout cas par les décideurs. Mais il faut bien être conscient qu'actuellement, le lobby du béton a plus de moyens d'être entendu, plus de moyens financiers notamment. Donc du coup, pour des petites associations, des petits syndicats paysans, c'est pas évident d'avoir les mêmes moyens. Donc il faut qu'on se montre le plus intelligent possible, le plus pertinent et le plus convaincant possible. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ensemble, de développer de l'expertise, cette fameuse expertise, de faire que cette expertise elle soit pas déconnectée de la réalité et qu'elle puisse être à la fois entendue par les élus et soutenue par les citoyens. Et c'est un jeu qui n'est pas des plus simples, mais c'est un travail au quotidien. En tout cas, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on essaye de bosser, aussi bien au sein de l'association Filière Paysanne qu'en lien avec l'ensemble de ces acteurs. Et l'ensemble de ces acteurs pouvant être aussi bien des acteurs de la société civile, tels que des fédérations d'agriculteurs, par exemple, comme j'en ai parlé, mais également les collectivités locales. Par exemple, on est en dialogue avec l'ARF, l'Association des régions de France. On est en train de développer des liens avec l'AMF, les maires. Donc, parce que c'est les représentants aussi du peuple à leur échelle, qu'ils ont un rôle important à jouer et que il n'y a pas simplement que ce fameux bulletin qu'on leur donne, il faut qu'au-delà de ça, on soit dans le dialogue avec eux, qu'on les contrôle aussi, qu'on contrôle ce qu'ils font réellement, et puis au-delà du contrôle, qu'on soit aussi force de proposition, c'est-à-dire que le citoyen, il a aussi sa part de responsabilité, il faut aussi qu'il accepte à un moment de mettre du temps, d'accorder de l'énergie dans le fait de se saisir de ses dossiers, de se saisir de son destin quelque part, et du coup de discuter de son destin avec ceux qui estampillent le tout après là-haut au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale.